Bonjour à tous, c'est un parfum de légèreté qui plane ce matin dans la galerie France 5. Nous allons revivre les grandes heures de Paris en 1900. Année magique, la capitale accueille l'exposition universelle. 51 millions de visiteurs, c'est une atmosphère de fête foraine, une période d'incroyable effervescence artistique. On va le voir ici dans cette exposition au Petit Palais à Paris et découvrir ensemble dans un documentaire la Belle Époque. Notre guide a le bonheur de diriger le Petit Palais, un bâtiment construit pour l'exposition universelle. C'est un homme passionné par les années 1900. Alors Paris en 1900, c'est un moment incroyable de confiance en soi, d'effervescence artistique qui se traduit par le triomphe de Rodin comme de Sarah Bernhardt, un grand moment de fête pour la capitale. Elle adore la Belle Époque, les jupons, les broderies. Nous accueillons aussi une créatrice de mode très célèbre, une femme qui adore puiser son inspiration dans le passé. Je pense que le chic de la Parisienne a démarré à cette période-là, en fait, parce que c'est le moment où les femmes ont commencé à sortir, à se montrer, à recevoir. Paris, centre du monde, vitrine des nations pendant l'exposition universelle. Paris, capitale des arts, où l'on vient aussi s'encanailler. Je vous propose à présent de nous immerger, grâce à un documentaire, dans le début du XXe siècle qui voit triompher l'art nouveau. Voici Paris, Belle Époque, un documentaire réalisé par Rénal Pélissé. À tout à l'heure au Petit Palais. Quand cette foule tirait à quatre épingles, avec ses robes à corset et ses chapeaux haute forme, ses moustaches cirées et ses souliers vernis, se rend à l'exposition universelle de 1900, c'est autant pour découvrir les nouveaux édifices construits pour la circonstance que pour se sidérer de la vitesse d'un tout nouveau trottoir roulant, ou bien encore pour admirer sur le champ de Mars le palais de l'électricité, surmonté de son génie proclamant la toute-puissance de l'énergie nouvelle. Plein d'insouciance liée à cette époque prospère, grisée par les promesses du progrès, les visiteurs entrent dans le XXe siècle par la porte du paradis. Dans la lumière nouvelle qui éclaire le crépuscule du XIXe siècle, les formes anciennes avouent leur fatigue. Meubles, immeubles, vêtements, bijoux apparaissent à de jeunes créateurs comme de dérisoires vestiges du passé, reproduits mécaniquement par des marchands sans âme. Tout est à faire, à penser, à construire, à décorer. L'exposition universelle sera la vitrine rêvée pour des artistes qui appellent de leur vœu un art totalement nouveau. Paris, c'est la capitale des expositions universelles. Elle n'a pas inventé la formule, c'est Londres, mais c'est à Paris que se sont tenus le plus grand nombre d'expos, une demi-douzaine, et celle de 1900, c'est sans doute l'apogée. C'est peut-être l'apogée d'une certaine France, d'ailleurs. Jamais on n'a visité autant une expo. Il faudra attendre les années 1970 pour qu'on dépasse le chiffre de visiteurs, plus de 50 millions. Le monde entier, entre guillemets, visite à cette occasion Paris. Bien entendu, d'abord, la bourgeoisie qui règne, mais en même temps, vous avez des têtes couronnées, vous avez des souverains plus ou moins exotiques, et les classes populaires, en tous les cas les classes populaires de la région parisienne. L'exposition de 1900 est une sorte de résumé de l'image festive de la ville. C'est l'apothéose d'une capitale culturelle, capitale du plaisir, capitale intellectuelle, évidemment une grande richesse industrielle, basée en partie aussi sur les ressources des colonies. Et c'est une exposition qui ne se prend pas trop au sérieux. On a même comparé cette exposition à une grande fête foraine.
C'était une atmosphère extraordinaire, une atmosphère de folie. C'est en même temps une féerie géographique, une cité œcuménique, un fourmillement, un enthousiasme absolument fou qui avait pris les Parisiens à l'orée d'un nouveau siècle. Paris, à ce moment-là, était entièrement illuminé à l'électricité et toute l'exposition rutilait de tous les feux. Paris méritait absolument son titre de ville lumière. Et puis, il y avait une chose éphémère mais intéressante qui était le fameux trottoir roulant qui amenait les visiteurs, qui leur permettait de découvrir toute une partie de l'exposition. L'exposition était desservie par un moyen de transport de conception révolutionnaire, le trottoir roulant, auquel on accédait par des rampes en pente douce. Le guide officiel le décrit ainsi. Il consiste en deux planchers mobiles parallèles, dont l'un, le plus large, roule à une vitesse de 8 km et demi, et l'autre de 4 km et demi. On passe à volonté et sans aucun danger de l'un à l'autre. Sur la gauche, une jeune femme inexpérimentée va tenter de passer d'une plateforme à l'autre sans perdre sa dignité. Pour que l'exposition universelle tienne les promesses de ses concepteurs, il aura fallu 5 années de travaux monumentaux, gigantesques saignées de la voirie pour la première ligne de métropolitain, chantiers multiples pour l'édification des différents pavillons étrangers et mise en place d'infrastructures nouvelles pour donner à la capitale son visage redéfini. Chaque exposition universelle est l'occasion de grandes modifications, principalement dans le domaine de la circulation, parce qu'on se rend compte à chaque fois que la notion d'embouteillage était une notion tout à fait d'actualité, c'est pas une affaire d'aujourd'hui, ce qui fait que pour une ville comme Paris, mais c'est vrai à Vienne, à Londres, à New York, etc., à l'occasion de ces expositions universelles, on en profite pour faire les travaux qu'on ne réussissait pas à faire avant. Il s'agit d'élargir les quais, d'élargir les ponts, il s'agit de restructurer les gares, la gare de Lyon, la gare d'Orsay, tout le système ferroviaire français est reprofilé. Et d'ailleurs, c'est également à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 qu'est ouvert le métro, la première ligne de métro. La première ligne de métropolitain est en construction. Elle reliera la porte Maillot à la porte de Vincennes. Les Parisiens ne connaissent du sous-sol de leur ville que les égouts et les catacombes. Pour les inciter à emprunter les escaliers qui conduisent sous terre, il faudra imaginer des édicules lumineux et attrayants. Un concours d'architecture est lancé par la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris. Les 20 projets proposés par les candidats seront jugés trop classiques et donc rejetés. Face à l'échec de la consultation, le président de la compagnie, féru d'art moderne, appelle le jeune Hector Guimard, un architecte d'à peine 30 ans, et le métro trouve son style. Un style joyeux, coloré et chantourné. Un style nouveau, ou plus précisément un art nouveau. Une manière nouvelle d'envisager la vie et de faire du passé table rase. Un art libre, un art jeune, un art de la fête qui saura être aussi un art de la réussite et du progrès. Un art de l'essor, un art de la victoire. Mais quel artiste est donc Hector Guimard ? Un architecte qui se révèle presque plus un sculpteur, qui s'exprime véritablement dans ses formes très très souples, qui évoque les ramures des arbres, qui évoque des mouvements de la nature, qui évoque aussi des organismes biomorphiques. Donc une architecture qui s'exprime véritablement par le biais du modelage. Ce que conçoit Guimard, c'est véritablement techniquement une prouesse. Et puis ensuite, c'est surtout une forme d'architecture joyeuse, puisqu'il y a un impact très très fort de la couleur. Dès leur installation, les édicules et candélabres de Guimard déclenchent une vive polémique au sein même de la population de la capitale. Beaucoup de Parisiens séduits par le nouveau métropolitain sont en revanche déconcertés par ce qui ne s'appelle pas encore le mobilier urbain. Le Paris d'Haussmann et des frères Pereire est mal à l'aise dans ses habits dont la forme et la couleur lui font craindre l'influence allemande. Paris n'est plus Paris. Est-on à Vienne, à Berlin ou bien à Prague ? Mais certainement pas à Paris.
Hector Guimard est la figure de proue autoproclamée de l'Art Nouveau. C'est un artiste autoritaire qui, avant le Métropolitain, s'est exprimé avec passion dans le Castel Béranger, un immeuble de 36 appartements, rue La Fontaine, dans le 16e arrondissement, dont le projet lui a été confié. C'est son chef-d'œuvre. Cette intuition des formes nouvelles, inspirée par la nature, Hector Guimard l'a contractée à Bruxelles au moment de sa rencontre avec Horta, figure tutélaire du modernisme architectural. Hector Guimard n'a rien d'un copiste, ni même d'un disciple. C'est un esprit libre et exubérant. L'acte fondateur d'un mouvement, c'est toujours très difficile à préciser. Mais je crois que quand même, en ce qui concerne l'Art Nouveau, les historiens de l'art sont tous unanimes de dire que la première maison qui mérite le nom d'Art Nouveau, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre l'extérieur et l'intérieur, le même esprit anime les façades ou la distribution intérieure, c'est Victor Horta à Bruxelles, qui est véritablement le premier exemple d'une réalisation architecturale Art Nouveau. Et puis, il y a cette réputation donc, qui se fait. Il y a un jeune architecte, Hector Guimard. Il va se rendre à Bruxelles, il va rencontrer Horta. Et quand il revient à Paris, il a déjà commencé à cette époque ce qui va être le premier grand monument Art Nouveau français, à savoir le Castel Béranger. Il va garder ses plans, mais alors il revoit complètement l'ornementation de la façade et surtout, il a l'idée de s'atteler au décor intérieur. C'est le premier espace donc, qui introduit à ce grand immeuble de rapport, le vestibule, un espace d'ailleurs très très clos. Je pense que la première image qu'on a en tête quand on y pénètre, c'est ce sentiment de se trouver dans une grotte et peut-être plus particulièrement une grotte sous-marine. Ces panneaux sont encadrés dans des éléments en fer forgé, très curvilignes, très souples, qui déterminent un rythme très particulier qui va s'épanouir sur le plafond. Et au sol, ce vaste pavement d'une très belle mosaïque bleue, ces faisceaux de lignes à la surface, blancs, rouges, qui pourraient à leur tour évoquer des algues flottant à la surface de la mer. La cour intérieure, la voici, c'est cette cour qui relie les deux bâtiments. Alors ce qui frappe tout de suite, c'est d'une part les couleurs, mais les couleurs qui sont dictées par le choix des matériaux. C'est la brique rouge, qui est un matériau à bon marché. En face, vous avez de la meulière, un matériau plus populaire, donc on l'a gardé pour la façade sur cour. La pierre de taille pour les endroits nobles. Et puis un autre matériau qui est la fonte de fer, qui est utilisé pour les différents balcons. Vous les avez utilisés également pour les ancres du bâtiment qui prennent des formes d'hippocampe, des petits morceaux de fonte par-ci par-là, là de la céramique architecturale au-dessus de certaines fenêtres. Là-bas, on a un petit tympan avec un chat hérissé. Donc, une variété de matériaux qui déterminent la coloration propre de cet ensemble. L'Art Nouveau, Guimard l'a installé, imposé partout au Castel Béranger, mais aussi dans l'hôtel Guimard, son propre hôtel particulier, de la façade à l'architecture intérieure, en passant par la serrurerie, les huisseries et le mobilier. Démonstration est faite que l'Art Nouveau est un art total. L'Art Nouveau vise à être un art total qui couvre toutes les techniques. Et donc Guimard, évidemment, de sa propre maison, avait fait une vitrine. Il y avait donc aussi bien ses bureaux que sa maison. Ça comportait évidemment les décors extérieurs architecturaux, bien sûr, les boiseries, les meubles, mais aussi la vaisselle, les tapis, les lustres, les poignées de porte. Une grande tradition d'ailleurs, d'un nombre d'architectes un peu mégalomanes qui voulaient concevoir tous les détails de la vie. Mais jusqu'à la robe de mariée de Madame Guimard Oppenheim était dessinée par lui.
la fin des années 40, le style Guimard n'est plus du tout à la mode. C'est quelque chose qui va tellement à l'encontre du goût de l'époque que malheureusement on ne comprend pas l'intérêt exceptionnel de ce style particulier, son aspect si cohérent qui en fait un bijou de ce style, et malheureusement on ira vers un démantèlement de son décor. La salle à manger de Guimard soit au Petit Palais. La chambre rejoint le musée des Beaux-Arts de Lyon. Certains éléments iront aux arts décoratifs. Donc finalement, Adeline Guimard réussit à sauver certains éléments contre vents et marées, même si le style Guimard n'est plus du tout à la mode. Mais évidemment, l'ensemble cohérent de l'hôtel Guimard, lui, est dispersé. Guimard multiplie les projets et les chantiers qui rivalisent d'audace et d'exubérance. L'acmé de son art est atteinte avec le Castel Henriette à Sèvres, dont chaque façade est autonome, animée par un mouvement giratoire sans fin, avec au sommet un belvédère. L'architecture devient un art visuel. Henriette affirme que la vie est aussi un songe et que l'on peut imposer à la réalité de se fondre dans l'illusion. Et pourtant, le Castel Henriette sera détruit en 1969. Même si Guimard tente de s'approprier l'art nouveau au point de lui donner le nom de style Guimard, d'autres architectes choisissent de s'exprimer avec la grammaire et le vocabulaire de ces formes enjouées. Ils proclament sur leur façade parisienne l'impérieuse nécessité d'une architecture non pas réformée, non pas mise à jour, mais authentiquement réinventée. Vous avez des artistes qui s'inspirent du végétal de manière très naturaliste, au premier degré, donc où vraiment on peut identifier les motifs végétaux sur les façades, et puis d'autres artistes qui vont retenir une valeur abstraite de ce naturalisme, donc qui vont créer des formes vivantes, mais qu'on pourrait qualifier de biomorphiques, qui veulent plutôt évoquer un organisme en croissance, un organisme en développement. Les architectes de l'Art nouveau ancrent la végétation dans la pierre et rappellent à la bourgeoisie urbaine la primauté des formes naturelles, de l'expression végétale au symbolisme sexuel. Cet Art nouveau, qui promettait d'honorer la nature, pousse très loin la représentation de ses attributs les plus intimes. Un symbolisme érotique exubérant s'empare des façades d'immeubles où des symboles phalliques et utérins font leur apparition aux côtés de sensibles évocations élégiaques ou bucoliques. Les créateurs, les promoteurs artistiques de cet art nouveau, qui parviennent à exposer leurs propositions dans les vitrines ou sur les murs de la ville, ne retiennent pourtant pas l'attention des édiles qui décident de ce que sera, selon eux, le Paris du XXe siècle. Ils feront le choix du pastiche et imposeront celui du passé pour éviter de faire le grand saut dans la modernité que leur propose l'Art nouveau. L'Art nouveau est un art vivant, un art qui lutte contre les pastiches du passé, ces pastiches du passé étant considérés par les architectes et les décorateurs comme un art mort. Ce que l'Art nouveau critique, c'est la copie, l'utilisation des styles du passé pour créer un décor contemporain. L'Art nouveau n'impose aucune norme. La technologie nouvelle s'en charge. L'ingénieur Eiffel a établi les règles de la construction métallique. Les ponts et chaussées ont achevé leur révolution. Et si en 1900, on termine à Paris, pour l'ouverture de l'exposition universelle, la construction de purs pastiches architecturaux, ces nouveaux édifices, le Grand Palais, le Petit Palais, le pont Alexandre III, sont bâtis avec une pensée technique d'avant-garde.
Les ingénieurs et les artistes se sont croisés sans se rencontrer. Dommage. Près du pont Alexandre III qui vient d'être terminé, s'élèvent deux constructions monumentales qui resteront à Paris les seuls vestiges des fastes de l'exposition, le Grand et le Petit Palais. Le Grand Palais est consacré aux beaux-arts, peinture et sculpture contemporaine. Le Petit Palais renferme une exposition rétrospective de l'art français, réunissant les richesses des musées de province, les trésors des églises. L'exposition universelle veut être la représentation prophétique d'une ville propre, scintillante, éclatante, une vitrine envoûtante qui doit capter le regard fasciné des visiteurs. Dans cette vitrine vont s'exposer avec le plus grand succès deux artistes totalement en rupture avec le passé, chacun à leur manière sculpteur de lumière, René Lalique et Émile Gallet. Deux artistes magistraux qui ont en commun d'être originaires de l'Est de la France. Gallet le visionnaire, Gallet l'intellectuel, verrier et généticien, découvre Lalique, de 15 ans son cadet, au Salon des artistes français en 1897. Ce qu'on a retenu aujourd'hui de l'Art Nouveau, c'est surtout la bijouterie et avec bien sûr le maître René Lalique qui a été l'inventeur du bijou moderne, comme disait Émile Gallet. Gallet et Lalique seront les deux phares artistiques de cette époque qui leur doit une grande partie de sa beauté, célébrée aujourd'hui encore. Pour Gallet comme pour Lalique, l'enjeu de ce début de siècle est de tirer le plus grand parti de la lumière, qu'elles doivent transpercer les parois d'un vase coloré, ou bien rebondir sur les facettes d'un verre en cristal taillé, ou encore donner vie à un insecte d'émail ou de pâte de verre. Jamais on n'aurait pensé à représenter des lézards, des salamandres, des insectes, toutes ces bêtes un peu rampantes, des mondes souterrains et tout ça, on ne les aurait pas représentées. Bien sûr, la libellule, ça paraît évident, mais il y a d'autres insectes, et d'ailleurs à l'époque encore, certaines femmes n'auraient pas supporté de les voir accrochés sur leur robe. René Lalique a dit qu'entre 1895 et 1897, il lui avait fallu une volonté de nouveauté, une volonté de réflexion et de création très très important à partir de toutes ces bases qui étaient là pour créer quelque chose de nouveau. Et je pense, il y est merveilleusement arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose de très éphémère, parce que l'exposition universelle de 1900, c'est le grand moment de l'Art Nouveau, et en même temps, c'est pratiquement son chant du cygne. Avec Gallet et Lalique, cet Art Nouveau a trouvé ses poètes. Ce sont des artisans visionnaires qui s'expriment avec un phrasé d'arabesque colorée et chaleureuse. À la différence de Guimard, ils séduisent sans partage la critique et le public. Leurs premiers clients sont célèbres, les marchands vont construire leur succès et les accompagner dans la gloire. Le projet des fondateurs du mouvement dit Art Nouveau est un projet ambitieux. C'est un projet qui est sorti d'abord de la province, l'école de Nancy, du milieu des arts décoratifs plutôt que des beaux-arts avec un B et un A majuscule, et du secteur privé plutôt que de l'Académie des Beaux-Arts, de la Villa Médicis, etc. Donc il partait avec une série de handicaps. Ça a pu le dynamiser quand il y avait des mécènes, comme ceux qui ont commandé tel ou tel immeuble à Guimard, qui ont proposé à Guimard de faire les entrées de métro. C'était une compagnie privée à l'époque.
qui avait fait ce pari risqué, mais les pouvoirs publics sont toujours restés extrêmement hostiles, n'ont passé à peu près aucune commande aux artistes Art Nouveau. Donc qu'est-ce qui restait à des gens comme ça? C'était le secteur privé, et en particulier le secteur privé qui cherchait à trouver un style qui plaise, qui étonne. La mode, comme la bijouterie ou la décoration, n'hésite pas à solliciter la créativité de cette nouvelle vague artistique et à retenir ses propositions. Ainsi, Fouquet, le fameux joaillier de la rue Royale, au moment de repenser sa collection de bijoux et sa nouvelle boutique, fera appel à l'artiste tchèque Alphonse Mucha, déjà célèbre pour être l'affichiste officiel de la grande tragédienne Sarah Bernhardt. La Voix d'Or, la Divine, la Scandaleuse. C'était tout un décor qui était un art total réalisé avec des peintures qui représentent pour certaines le monde minéral, ce qui est normal chez un bijoutier joaillier, mais aussi le monde aquatique parce que le corail, les perles viennent du fond des mers et tout un décor de pans, de fleurs associés à la plante comme très souvent dans l'Art Nouveau. Alphonse Mucha est un de ces nombreux artistes étrangers qui sont attirés par Paris. Lui restera 25 ans, ce qui n'est pas rien, mais en même temps, c'est profondément un artiste tchèque. Et après une tentative avortée aux États-Unis, il retournera au pays natal, où il sera le grand artiste, ce qu'on a oublié en France, de l'indépendance tchèque et du patriotisme tchèque. C'est un homme qui a tout de suite saisi le style Art Nouveau, sans même y penser, en privilégiant les personnages féminins, la souplesse, le mélange entre le décor végétal et le décorum féminin. On voit bien l'importance de la chevelure qui a une place très importante dans les bijoux de Lally, comme des espèces d'algues qui peuvent enfermer les gens. Donc il y a toujours ce côté double de l'Art Nouveau qui est quelquefois quelque chose de très suave, de très sensuel et en même temps quelque chose d'un peu inquiétant par moments dans certaines représentations. Ça forme un art total qui est un peu envahissant. Aujourd'hui, je pense qu'on ne supporterait pas des décors aussi chargés, aussi présents. À quelques mètres seulement de la maison Fouquet, se trouve le restaurant Maxim's, qui offrira aux gastronomes récemment enrichis, comme aux personnalités de la haute ou aux demi-mondaines, le décor le plus emblématique de l'Art Nouveau. À l'origine, Maxime, c'est un bouchon, un bistrot pour cocher de fiacre. En 1900, à la mort de Maxime Gaillard, le restaurant est repris par son maître d'hôtel, Eugène Cornuchet. Et donc, Eugène Cornuchet dépense 300 000 francs or pour faire de Maxim's un temple de l'Art Nouveau. Le décor est là pour rappeler que c'est un endroit d'abord qui est classé, qui est inscrit au monument historique depuis 1979. Rien n'a bougé, que ce soit à la fois les peintures murales ou tous ces miroirs en acajou, tout est resté tel quel. Ces nymphes qui sont ici chez Maxim's sont en fait les courtisanes qui venaient et qui ont fait la réputation du lieu, que ce soit Emilienne d'Alençon, Liane de Pougy ou Cléo de Mérode. Elles ont servi de modèle. Maxim's leur doit beaucoup et à leurs protecteurs, puisque ces jeunes gens de la jeunesse dorée parisienne venaient chez Maxim's aussi pour s'encanailler, puisque dans les étages supérieurs, il y avait des salons et des chambres où après dîner, on montait.
les gens venaient ici parce qu'ils étaient libres. Ils étaient libres. Et c'était le premier endroit à Paris où on dînait, où on écoutait de la musique, où on dansait. C'était à la fois une sorte de club privé aussi, où étaient reçus les jeunes gens de bonne famille, mais aussi tous les princes d'Europe, les grands-ducs russes, le prince de Galles, Édouard VII, venait régulièrement chez Maxime. Il y avait aussi tous ces capitaines d'industrie qui dépensaient beaucoup d'argent. On pouvait s'amuser, faire la fête. C'est un lieu unique. Maxime, ça a toujours été à la fois un acteur et un miroir de la vie parisienne et de cette belle époque. L'Art Nouveau a aussi son égérie. Elle s'appelle l'œil Fuller. Des tableaux de Toulouse-Lautrec ou de Koloman-Moser, des sculptures d'Agathon Léonard représentent cette extraordinaire danseuse américaine avec ses voiles spectaculaires, tournant avec une grâce indicible sur un carré de verre éclairé. Le destin de la l'œil Fuller est fondé sur la technologie moderne, comme on ne disait pas encore à l'époque, puisqu'il est fondé sur l'électricité. C'est une danseuse, mais qui, avec ses voiles subtilement colorés par des projecteurs, crée un style sans précédent dans l'histoire de la danse. L'artiste le plus important de la période, Toulouse-Lautrec, l'aristocrate émerveillé par la nuit parisienne et ses spectacles, s'emballe pour cet art nouveau. Cet art qui, comme une vague puissante et pourtant apaisante, propose d'éduquer le regard froid au plaisir et l'âme bourgeoise au désir. La sensualité de la Goulue et d'Yvette Guilbert, la personnalité sombre et sensible de Bruant, vont lui inspirer les affiches qui attireront les Parisiens au théâtre et au music-hall. Toulouse-Lautrec est sans doute le vrai artiste qui vit, y compris parfois la nuit, puisque à un certain moment, Toulouse-Lautrec est quelqu'un qui dort dans une maison close. C'est quand même un être exceptionnel par sa vie, très courte. Il est mort à moins de 40 ans, usé déjà, prématurément usé. C'est un homme qui, par ses origines sociales, par son physique, par sa vie quotidienne extrêmement agité, complètement en dehors des normes, même du milieu bohème, Il vit une partie de son temps dans des maisons closes. Les maisons closes sont aussi des lieux de plaisir, pas simplement charnels. Ce sont des lieux où on se rencontre, des vrais salons. Il y a parfois des petits spectacles. Il dessine, immortalise superbement les maisons en question, les cabarets, l'absinthe, le French Cancan. C'est vraiment non seulement un témoin, parce qu'on l'a souvent rabattu là-dessus, mais un regard tout à fait exceptionnel qu'on retrouvait au Moulin Rouge. En effet, au bout d'une semaine, la petite était en maison, et dans cette ambiance malsaine, avait perdu ses illusions. Prenant un couteau sur la table, elle s'en transperça le cœur, en maudissant le misérable qui s'enfuit cynique et moqueur. L'épervier farouche. Et pourquoi je lui fracasserais pas la mâchoire? Moi plus, t'as pas le droit, tu dois danser. Tous les droits, je la Goulue.
Non mais t'as vu? C'est beau. Y a pas un Parisien qui parle pas de cette merde. Et tu sais ce qu'ils disent? Que la Goulue, c'est une mémère, une grosse vache. Saloperie, tu vas la bouffer. Rien à faire, c'est moche. T'es moche comme un peigne sale. Oh, et la môme fromage, si tu la ramènes, je t'éclate le nez. Et toi aussi. Encore toi? Non mais t'es con ou tu fais semblant de l'être? Avec cette affiche, le monde entier, tout petit de la Goulue. Elle t'a démoli, petit. Je l'adore. Le prince de Galles est là pour te voir danser. Grâce à quoi? À cette affiche, poufiasse. Dans vos nids timides, mais regardez vos petits, car leur impasse avide a beaucoup d'appétit. Le peintre et affichiste Alphonse Muchat, enfin, donne à l'Art Nouveau ce qui lui manquait encore, les œuvres en quantité. Du vitrail à l'affiche, de l'illustration de la boîte de biscuits au décor de théâtre, de la toile à la publicité, Muchat diffuse, Muchat partage, Muchat expose l'Art Nouveau sur les murs de la ville, dans les salons, dans les expositions et bientôt dans les musées. Il a d'une certaine façon donné ses lettres de noblesse à l'affiche. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on trouve un équilibre esthétique et économique, parce qu'après tout, au fond, il travaille pour l'économie française, il travaille pour des entreprises, il fait de la publicité, et aujourd'hui, on se rend compte que cette publicité, c'est aussi une œuvre d'art. Alphonse Muchat était surtout connu par ses affiches et ses publicités, ce qui nous paraît très anodin, mais qui avait beaucoup d'importance à cette époque-là, parce que je vous rappelle quand même que la radio, la télévision, le cinéma n'existaient pas, et donc les affiches dans les rues étaient le seul mode de publicité que pouvaient connaître les entreprises et également les artistes et les actrices. Alphonse Muchat a été très rapidement choisi par Sarah Bernard pour réaliser, dessiner ses affiches, les affiches de ses spectacles. Comme en plus Sarah Bernard n'était pas une personne discrète et qu'elle défrayait souvent la chronique par sa vie personnelle, sa vie professionnelle également. Et c'est grâce à elle qu'il va commencer à être connu. En 1900, Sarah Bernard, la grande Sarah, est à l'apogée de sa carrière. Elle est reconnue aussi bien dans le théâtre public, elle est passée par la Comédie Française, que dans le théâtre privé, aussi bien en France qu'à l'étranger. Sa tournée aux États-Unis sera un triomphe. C'est une vedette, comme on dit déjà. C'est ce qu'on appellera bientôt à propos du cinéma une star, avec les caprices de la star. Et elle sait très bien ce qu'elle fait quand elle joue, par exemple, des grandes femmes fatales, ou quand elle se déguise, puisqu'elle va jouer en travesti. Loin de chez Maxims, de la rue Royale et de l'univers du luxe, le Paris plus populaire, celui des employés, se retrouve à l'heure des repas dans de petits établissements, des enseignes récemment rafraîchies à l'Art Nouveau, qui prônent, là aussi, le droit au plaisir et à la liberté de se restaurer dans un ailleurs artistique, les bouillons. Ici, nous sommes chez Julien, dans un quartier stratégique qui est le Faubourg Saint-Denis, avec une décoration classique, c'est-à-dire que tout ça est très staffé, hein, du plâtre armé sur la toile de jute, avec des courbes un peu partout, de grandes glaces qui agrandissent l'espace, qui a l'air d'être beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité, et des figures féminines
qu'on retrouve par ailleurs, ces femmes un peu lianes, dans les affiches d'Alphonse Mucha. Et ce qui frappe, ce sont des décors qui nous paraissent presque luxueux. C'est-à-dire que pour ces classes populaires, pour ces désargentés, on ne lésinait pas sur le décor quand même. L'inventeur du bouillon moderne, qui d'ailleurs reprend une formule qui est à l'origine du mot restaurant, parce qu'un restaurant, on l'a oublié, c'était un bouillon qui vous restaurait la santé au XVIIIe siècle. L'inventeur du bouillon est un boucher qui s'appelle Duval, nous sommes sous le Second Empire. En réalité, c'est un boucher homme d'affaires, puisqu'il est l'un des fournisseurs de la cour impériale de Napoléon III. Et il a cette idée simple, presque géniale, de se dire qu'il faudrait serrer les prix, proposer des menus assez courts. Au départ, c'est centré effectivement sur un bouillon de viande. Ensuite, ça deviendra plutôt une carte un peu plus longue, mais à des prix toujours extrêmement bas, à un public qui n'est pas forcément celui de l'ouvrier, il ne faut pas trop rêver. L'ouvrier n'a même pas les moyens d'entrer dans les bouillons en général, mais d'artisans, de très petites classes moyennes, d'employés, de rentiers appauvris, ce qui fait quand même beaucoup de monde. Et on fait la queue, d'ailleurs encore aujourd'hui, on fait la queue au bouillon Chartier. Les habitués ont leur tiroir, leur rond de serviette. Suivant les bouillons, on met une nappe, ce qui est déjà un grand luxe, ou pas. Au départ, c'est plutôt une table de marbre. On prévoit la plupart du temps un quart de vin rouge d'une qualité assez médiocre. Mais au total, ce qu'on appellerait aujourd'hui le rapport qualité-prix est exceptionnel et c'est un grand succès. Ce que ses fondateurs ont appelé l'Art Nouveau et que nous appelons aujourd'hui noblement l'Art Nouveau a été souvent critiqué, déjà à son époque, alors a fortiori au bout de 10-20 ans, dans les années 1920, c'était fini, on le rejetait violemment, on l'appelait le style nouille. C'est un style qui se caractérisait par des courbes, des volutes, des sinuosités, qui donc faisaient penser un peu à des nouilles sorties de la casserole, mais aussi un goût pour le floral, le végétal, qui était une manière d'ailleurs, il faut quand même penser à la logique de ces artistes-là, de ne se référer à rien d'historique. Et la radicalité de leur démarche s'est retournée contre eux parce qu'ils étaient tellement à la mode en 1900 qu'ils n'étaient plus à la mode en 1910. Ce style tant moqué, que la critique officielle qualifiait de délirant et de ridicule, est devenu avec le temps le signe même de son époque, sa poésie fragile. À partir de 1911, Hector Guimard va tempérer l'exubérance des excès de l'école dont il est le maître. Impossible de ne pas y voir comme un avertissement. Impossible de ne pas demander « Mademoiselle, 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 que va-t-il arriver ?» « 1914. La Première Guerre mondiale va briser net l'élan, la liberté des lignes. La grâce précieuse et insouciante du moderne style va mourir. Pourrait-on dire que l'Art Nouveau a déduit son caractère éphémère de sa totale inspiration de la nature, qu'il a vécu ce que vivent les fleurs, celles de Mucha, comme celles qui poussent en plein champ? Ou doit-on plutôt affirmer qu'il n'était que la représentation d'un monde utopique, et donc un courant provisoire, fulgurant et sans avenir? L'Art Nouveau est un fantasme paisible. La guerre de 14 le réprimera dans un déchaînement de violence et de haine, révélant au monde un univers peuplé de soldats défigurés, gazés, traumatisés, un monde désastré, creusé de tranchées nauséabondes, balayant avec le souffle de l'obus de 75 un monde de fleurs, de lumière et d'insectes d'émail butinant la gorge de femmes repues. La notion de belle époque naît en fait de la très triste époque qu'est la guerre de 14-18. Par contraste, on va idéaliser la période précédente. Et c'est dans les années 20 et 30
qu'on va surtout utiliser ce terme, je pense qu'il n'est pas complètement usurpé. On est dans une perspective de progrès assez continu. Économiquement parlant, la France ne s'en sort pas mal, et bien entendu, son attractivité artistique est absolue. Donc incontestablement, la Belle Époque fut une grande époque. Une fois la paix revenue, en 1918, Guimard sombrera dans l'oubli et ses édicules seront détruits. Le métropolitain devient le métro et ses entrées, de simples accès fonctionnels, qui, à la différence de ceux de Guimard, ne font aucune promesse de paix et de douceur aux voyageurs qui s'y engouffrent chaque jour pour se rendre à leur travail. Le désintérêt donc va engendrer des périodes de destruction, évidemment, à commencer par la Compagnie du Métropolitain qui va montrer l'exemple de manière assez tragique dès 1927, puisque place de l'Étoile, de part et d'autre de l'avenue de Wagram, il y avait 2 petites gares qui étaient des petits joyaux d'architecture urbaine absolument délicieux, qui ont été démontés par la Compagnie du Métropolitain dès 1927. En décembre 1933, pourtant, l'Art nouveau connaît un sursaut de gloire et de notoriété grâce aux surréalistes. Salvador Dali publie un article dans la revue Minotaure de la beauté terrifiante et comestible du modern style. Il y célèbre une architecture onirique, érotique, beaucoup plus proche du rythme de l'homme que celle du Corbusier, honni par Dali et Breton. Ensuite, il y a des modifications de la voirie. Donc ces modifications de la voirie ont forcément des retentissements, des répercussions sur les entrées du métro qu'on doit déplacer ou modifier. Mais c'est à partir des années 50 et jusqu'au tout début des années 60, on assiste à la destruction, un véritable massacre de la gare de la Bastille, donc la dernière gare qui subsistait, à une époque où justement il commence à y avoir un retour d'intérêt pour l'Art nouveau. Séquence 4, première. Cette porte d'entrée ou de sortie de Métropolitain, style 1900, moderne style, j'ai demandé au maître Dali de nous parler de ce style qu'il aime entre tous, d'abord parce que ça résulte que l'art de Guimard et de Gaudi ne sont que la caricature holographique de ce qu'aujourd'hui on appelle dans les milieux d'avant-garde le sharp réalisme ou le hyper-réalisme. Vous aimez beaucoup les portes d'entrée de métro, Salvador Dali. Je crois d'ailleurs que la ville de Paris va vous en offrir une. Parce que c'est des holographies. J'ai fait une étude cybernétique et par exemple les portes d'entrée, enfin les 2 images avec les 2 tulipes reconstruites d'une façon absolument photographique, l'Angelus de Millet, que vous savez que c'est une de mes passions. Et je vous dis comme dernière nouvelle que maintenant que le prolétariat est en train de s'évaporer, puisqu'il n'y en a plus, bientôt il n'y en a plus d'ouvriers, Dali va faire un hommage à la classe ouvrière. Merci Salvador Dali. Bonjour. Applaudissez un petit peu. Cent ans après Guimard, l'artiste plasticien Jean-Michel Otoniel ose une note d'espoir colorée à la station Palais-Royal avec le kiosque des Noctambules. Le projet pour le métro Place Colette au Palais-Royal était un concours organisé par la RATP en 1996. Et la seule image qui me restait un peu de ce métro parisien, c'était en fin de compte les entrées 1900 d'Hector Guimard. Le rapport à Guimard est arrivé comme une évidence au départ dans ce projet, puisque il se trouve que Guimard avait une trentaine d'années. Moi, quand j'ai fait cette bouche de métro, j'avais aussi une trentaine d'années. Il y avait une liberté qui était donnée par ce passage à l'an 2000 où on fêtait donc cette nouvelle ère, comme on a pu fêter en 1900.
Il y a eu une espèce de raccourci dans le temps, ce qui a fait que je me suis identifié à Guimard. Le président de la RATP de l'époque, Jean-Paul Bailly, s'est identifié à ce président historique qui avait balayé toutes les commandes un peu néoclassiques pour imposer cet art nouveau, cet art qui était très décrié à l'époque, puisque quand j'ai commencé à travailler sur les projets de Guimard, j'ai regardé justement tout ce qui avait été écrit sur ces bouches de métro. Et c'est vrai qu'il y a des textes incroyables où on dit n'amenez pas vos enfants devant ces bouches de métro tellement érotiques, ça va leur donner des idées pas bien pour ces jeunes filles. Il faut vraiment faire attention à cet art subversif. Enfin, il y avait quelque chose de très subversif dans cet art-là. Cette idée d'arriver avec une œuvre impertinente en l'an 2000, qui était colorée, qui était dans un lieu historique, lui-même très figé, d'amener cette idée du kiosque comme une folie de jardin, tout ça est très lié à l'histoire de Guimard. Donc là, ce sont les premiers dessins que j'ai réalisés quand j'étais à la Villa Médicis. Je me suis complètement lâché. J'avais fait ces 2 baldaquins en perles de verre que j'avais appelé l'impertinence, puisque pour moi, ce travail de Guimard était très impertinent. Et je voulais retrouver ce côté sulfureux 100 ans après. Puis petit à petit, j'ai retravaillé le projet en me disant, voilà, c'est quoi cette histoire de bouche de métro, donc c'est un passage de l'ombre à la lumière, c'était aussi le passage à l'an 2000, donc on va aller vers quelque chose peut-être d'inconnu, et j'ai dessiné ces 2 coupoles, l'une étant un peu les couleurs de la nuit et l'autre les couleurs du jour, enfin du soleil levant, avec ce passage donc de l'obscurité à la lumière. Et du coup je l'ai appelé le kiosque des noctambules, puisque c'était le seul endroit dans Paris où les gens allaient pouvoir se retrouver d'une façon gratuite. En un siècle, Paris n'aura fait que s'illuminer un peu plus chaque jour pour éclairer peut-être la route de voyageurs égarés à la recherche infructueuse d'un paradis perdu. Celui d'heures pleines d'énergie, de folie, de liberté, un moment peuplé d'affairistes cocasses et de demi-mondaines inspirantes, un temps où la plus illustre artiste dramatique dormait dans son cercueil, une époque que l'on disait simplement belle. La belle époque illumine le Petit Palais à Paris. Restez avec nous. Nous allons revivre la fièvre de la capitale en 1900. Visite de cette exposition avec le directeur du musée et la créatrice de mode Chantal Thomas. À tout de suite dans la Galerie France 5. Bienvenue au Petit Palais, c'est un écrin idéal pour nous immerger dans Paris en 1900. Ce bâtiment superbe a été construit pour l'exposition universelle. Christophe Loribaud, cet événement a attiré un monde fou. Combien de visiteurs ? Plus de 51 millions de visiteurs. Et si on se souvient que la France comptait pas moins de 40 millions d'habitants, c'est évidemment énorme. Alors, qui sont d'abord ces visiteurs ? Ce sont les classes populaires comme les têtes couronnées ? Alors tout le monde vient. On construit d'ailleurs pour eux aussi bien des grandes gares, la gare d'Orsay, la gare des Invalides, la gare de Lyon. Un premier métro ? On construit le métro, effectivement, avec des sublimes
entrée de Guimard. Et puis, deux grands bâtiments phares, le Grand Palais et le Petit Palais, le pont Alexandre III, une nouvelle perspective sur les Champs-Élysées. Enfin, vraiment, Paris fait les choses en grand. Alors, comment est-ce qu'on pénètre dans cette exposition universelle? Il y a une entrée monumentale, place de la Concorde. Qui est très étonnante. C'est un grand monument Art Nouveau, très, très sinueux, et qui est couronné par une allégorie de la Parisienne, une jeune femme élégante, souriante, habillée par la couturière la plus à la mode, Madame Paquin, et ça donne un petit peu toute la coloration de cette exposition. Qu'est-ce qui va attirer en fait le plus de monde à cette époque? Alors, on vient évidemment pour la grande exposition, tous ces pavillons et les cérémonies officielles, mais à dire vrai, on vient à Paris aussi, parce qu'on peut bien y manger, il y a des grands restaurants, il y a des théâtres, c'est le triomphe de Sarah Bernard, vous vous souvenez de ces grandes affiches de Mucha. On sait qu'on va s'amuser, qu'on pourra aller aussi bien chez Maxime que dans des balles de barrières, dans les quartiers un peu interlopes. Alors, beaucoup d'attractions très étonnantes dans cette exposition universelle. Je crois qu'il y a un manoir à l'envers, juste à côté du Grand Palais. Oui, alterne vraiment des pavillons didactiques ou officiels et des attractions. Un pavillon de l'optique également pour voir de près la Lune. Oui, avec un télescope de 60 mètres, très efficace, mais même la science est présentée d'une manière ludique, d'où ce grand succès public. Une des plus belles œuvres dans cette exposition consacrée à Paris Plaisir, c'est ce tableau de Toulouse-Lautrec. On y voit une jeune femme, Marcel, en train de danser le boléro. Voilà, Marcel Linder en scène. C'est un prêt exceptionnel de la National Gallery de Washington. Il retrouve tout le talent, le génie de Lautrec, un cadrage très hardi, des couleurs stridentes, une vision un peu acide des choses. On est tout de suite replongé dans l'effervescence du Paris d'alors. Alors vous nous montrez justement dans cette exposition la profusion de théâtre, de cabaret par exemple, le Chat Noir. Qu'est-ce qu'on venait y faire? Alors le Chat Noir au départ est un théâtre d'ombre qui attire un public incroyable d'écrivains, d'artistes, d'étrangers qui font le succès de ce lieu qui est resté mythique. On retrouve encore des souvenirs du Chat Noir de nos jours. Juste à côté, Christophe, vous nous rappelez que Paris, la nuit, ce sont aussi les maisons closes. Ah, ça fait partie de l'attractivité de la ville par rapport à Londres ou Saint-Pétersbourg. Et même le prince de Galles, le futur Édouard VII, vient régulièrement au Chabanais. Donc on voit les photos de ces prostituées. Oui, puis il y a aussi l'envers du décor. Évidemment, la vie de ces femmes était très dure. Hey babe, I'm knocking on your door. Knock, knock, I'm waiting for more. Hey babe, I'm knocking on your door. Une atmosphère magique dans cette salle. Christophe, vous avez voulu nous montrer comment s'organisaient les salons des Beaux-Arts à Paris en 1900 avec des genres très différents qui cohabitent. Oui, effectivement, de nombreux styles artistiques coexistent ici, voire même ce télescope à l'image de ce qu'un étranger pouvait découvrir à Paris. Des anciennes générations, les grands peintres académiques, Bouguereau par exemple, mais aussi les impressionnistes qui à ce moment-là sont reconnus, Monet, Pissarro, Renoir. Et il y a énormément d'artistes étrangers qui viennent ici pour se faire reconnaître, pour exposer au salon, éventuellement gagner une médaille d'or. C'est évidemment pour leur carrière, il est capital d'avoir un passage à Paris. Parmi les grandes figures de cette époque, Rodin, c'est un peu le commandeur, c'est le grand sculpteur de cette époque. Oui, avec un sens de la communication aigu qui lui fait bâtir pour lui-même à l'exposition universelle le pavillon de l'Alma, où il présente ses œuvres d'une manière très originale sur des socles composites et qui en fait évidemment la vedette de l'époque. Cette douceur de vivre à Paris, elle flotte là dans ce tableau de Gervex, une soirée au Pré-Catelan. Il y a le tout Paris sur ce tableau. Oui, d'ailleurs, ce tableau de Gervex qui représente un restaurant du Bois de Boulogne, on le retrouve presque dans une description du Grand Hôtel de Balbec chez Proust, où le narrateur se place à l'extérieur et contemple un petit peu l'assistance, un petit peu comme des personnages dans un aquarium. On a déjà dans la construction du mythe de la Belle Époque. Évidemment, la guerre de 14 va mettre fin à cet âge d'or. On a à la fois conscience de vivre un grand moment, mais on a aussi conscience qu'il ne va pas durer.
On a évidemment créé le concept de Belle Époque après la guerre, après ce désastre qui était complètement inattendu. Mais très vite, la Belle Époque devient mythique. C'était vraiment une époque absolument incroyable de la vie parisienne à tout point de vue. Et c'est ce qui explique le succès aujourd'hui de cette exposition. Merci beaucoup, Christophe. Chantal, je suis ravie de vous accueillir. Alors vous qui aimez, qui êtes passionné par les froufrous, les fanfreluches, les dentelles, les broderies, quel regard portez-vous sur la mode des années 1900 ? Moi j'aime beaucoup cette période parce qu'effectivement c'est d'abord des matières extraordinaires, des tissus comme des dentelles de Calais magnifiques, Livers, de la broderie extrêmement raffinée. C'est ravissant, des petites fleurs, des petites manches ballons, la taille très fine, le corset encore quand même. C'était juste avant Poiret qui l'a enlevé. Et puis c'était une période aussi très libertine, enfin très coquine. C'était une période de fête. Il y avait toujours effectivement la mode des couturiers qui s'adressait à des femmes qui avaient de l'argent, des comédiennes, des demi-mondaines. Et donc à ce moment-là, elles allaient chez Worth se faire une tenue. Mais il y avait déjà du prêt-à-porter en fait. On pouvait acheter dans les catalogues, il y a les catalogues du Bon Marché, du Louvre, de la Samaritaine. Les femmes s'habillaient beaucoup. Alors il faut savoir que ces catalogues, Chantal Thomas les achète. Vous les collectionnez. Oui, en fait, ça fait 40 ans que j'achète tout ce qui peut traîner de magazines anciens. Mais ça me sert aussi parce que je vois des détails qui m'intéressent. Tout à coup, je vais trouver un petit détail qui m'inspire. En France, on a une vraie tradition de la mode. Les couturiers existent depuis très longtemps, comme ça a commencé avec Marie-Antoinette, qui avait ses couturières. Et toujours, les étrangers se sont inspirés de la France à partir du XVIIIe siècle, de la mode française. Le chic de la Parisienne, est-ce que ça veut dire encore quelque chose ? Je pense que oui, je pense que les Parisiennes, alors je pense par tradition et par culture, ont une espèce de désinvolture. Elles ne portent pas la mode comme peuvent le porter les étrangères, qui vont porter un uniforme des pieds à la tête de la même marque, pour surtout ne pas se tromper. La Parisienne est désinvolte, elle mélange, elle a son propre style. Et c'est peut-être ce qui fait la différence. Donc ce n'est pas un mythe, ça existe encore aujourd'hui pour vous ? Oui, moi je pense que ça existe encore aujourd'hui. Merci beaucoup Chantal. Merci. C'est un artiste qui a bousculé la Belle Époque et pas seulement. Picasso, le fondateur du cubisme en 1907, n'a cessé de se réinventer. On va le voir une fois encore ce matin avec quelques céramiques et des dessins de nus, un sujet qui a hanté le maître durant toute sa vie. Une collection qui appartient à sa petite fille Marina, une 50aine d'œuvres exposées chez Sotheby's, morceaux choisis pour nous dans l'œil de la galerie. C'est un thème qui a beaucoup passionné mon grand-père. C'est la manière dont il fantasmait la femme. Ça reprend un petit peu le thème de sa relation avec toutes les femmes. Sa femme légitime, ses compagnes. Le dessin pour Picasso est vraiment la base, je dirais, de son art. Le premier mot qu'aurait dit Picasso à sa mère, ça a été de lui demander un crayon pour qu'il puisse dessiner. Voir les femmes entières, comme leur enlever des membres, quelque part dans sa relation, même arriver presque à la destruction. Donc c'était sa manière d'être, ça faisait partie de son génie. Oui, je pense que mon grand-père, avec Dora Maar, une relation assez torturée. On a presque l'impression qu'il va déchirer le papier. On sent tout le côté torturé de la relation qui émerge, mais également le côté passionnel qui est très intéressant à observer. Bon, Marie-Thérèse Walter, il a quand même eu un enfant avec elle et c'est un autre stade de la relation, plus humaine. On reconnaît son profil, ses courbes généreuses qui symbolisent vraiment un peu la douceur, le réconfort que Picasso trouvait auprès de cette jeune femme.
Alors Françoise Gillot, c'est la femme fleur parfaite, très sensuelle, très voluptueuse. C'est dans l'œuvre sur papier qu'on a la pensée la plus instinctive de Picasso. Donc vraiment, je pense que c'est là qu'on voit le plus l'âme de l'artiste. Et c'est en juin prochain que nous pourrons enfin découvrir le nouveau musée Picasso à Paris. L'hôtel Salé a été entièrement repensé après 5 années de fermeture. 3 fois plus d'œuvres seront exposées. Mon coup de cœur cette semaine nous renvoie à la belle époque. Que s'est-il passé durant l'été 1914 ? À quoi ressemblaient les derniers jours de l'Ancien Monde ? C'est ce que je vous incite à découvrir dans une très belle exposition à la Bibliothèque nationale de France à Paris. La douceur de vivre, illustrée par des centaines de documents, des photos très touchantes, prises juste avant le basculement dans l'horreur de la guerre. Dimanche prochain à 9h15, la nostalgie d'une autre époque, nous avons rendez-vous avec les Rolling Stones qui nous feront voyager à la fin des années 60, les fameuses années rock. Grâce à un documentaire, nous vivrons en coulisses l'enregistrement de leur album culte Exile on Main Street. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. On se retrouve bien sûr sur le site internet de France 5. À la semaine prochaine.